présenter aujourd'hui un travail sur la conscience phonologique. C'est un travail que j'ai fait à Fès, Meknes, Taza et à Rachidia. J'ai le plaisir de vous le présenter et je m'excuse d'avance si j'ai trop résumé le travail parce qu'il prend une quinzaine d'heures pour le présenter. Je commence par déterminer les objectifs de cette rencontre. Il s'agit de comprendre le lien étroit entre la conscience phonologique et la lecture, développer des connaissances concernant la conscience phonologique, mais aussi développer des savoir-faire en lien avec la conscience phonologique. Voilà les trois objectifs visés par mon intervention. Le plan de présentation, généralement, il contient 8 grands axes. Le premier, savoir lire, c'est quoi? Deuxième, le concept de conscience phonologique, c'est-à-dire la conscience phonologique, c'est quoi? Puis, je vais parler des différents niveaux de segmentation phonologique. Puis, je vais déterminer les termes liés à la conscience phonologique. Puis, je vais mettre un lien entre la conscience phonologique et la lecture. Puis, je vais me poser une question, pourquoi enseigner la conscience phonologique? Il y a normalement des préalables qui sont importants pour l'apprentissage. Il s'agit de la conscience phonologique, il s'agit du langage. Il faut aborder le langage avant d'aborder la conscience phonologique. Finalement, je vais terminer par une petite conclusion et un petit rappel. Alors, pour déterminer un peu, savoir lire, à quoi cela correspond-il exactement, avant de commencer, de dire qu'est-ce que lire, je vais insister sur deux éléments essentiels avant d'aborder la lecture. Ces éléments sont très importants. Il s'agit du langage oral. On ne peut pas aborder la lecture sans aborder le langage oral. Son rôle est primordial dans la parole, son rôle est primordial sur le langage écrit. Puis il y a un deuxième préalable qui est la conscience phonologique. Qui, surtout, elle permet à l'enfant d'aborder la lecture sans difficulté. La conscience phonologique, on va la définir après. Alors, je vais définir un peu qu'est-ce que apprendre à lire. Généralement, tout le monde est d'accord pour dire qu'une activité, qu'apprendre à lire est une activité métalinguistique, c'est-à-dire qui réfléchit sur le fonctionnement de la langue. Et l'enfant apprend consciemment à faire consciemment ce qu'il faisait inconsciemment en parlant. Alors, que veut dire ça? C'est l'idée de Vygotsky, que veut dire l'enfant apprend à faire consciemment ce qu'il faisait inconsciemment en parlant. Alors, vous avez un enfant, il est arabophone, vous avez des voisins qui sont berbérophones, les enfants jouent dans la cour de la maison ou tout près de la maison. Finalement, votre enfant apprend facilement à parler berbère comme ses voisins. On peut donner l'exemple d'un Marocain avec un Français, un Marocain avec un Américain. Alors le langage, il s'apprend inconsciemment, sans faire attention à ce qu'on apprend. On apprend facilement le langage. Mais la lecture, mais l'apprentissage de la lecture, il doit se faire consciemment, c'est-à-dire il doit passer par un apprentissage. Donc l'oral, on peut l'apprendre en côtoyant des enfants de la rue, de la région ou des amis. Mais l'apprentissage de la lecture, même si on reste une dizaine d'années à côté des enfants qui apprennent à lire, on ne va pas apprendre à lire parce qu'il faut des étapes, il faut des démarches, il faut des tâches pour arriver à lire. Ça, c'est un point très important. Alors, je vais passer à la définition d'apprendre à lire. Qu'est-ce que apprendre à lire? Il y a deux choses. On va apprendre à lire, à identifier des suites de mots, puis à comprendre le sens de ces mots. Donc, il y a deux idées qui sont essentielles. Déterminer ce qui est écrit, puis comprendre ce qui est écrit. Alors, tous les gens, tous les concepteurs sont d'accord pour dire que apprendre à lire, c'est extraire d'une représentation graphique du langage, la prononciation et la signification. Donc, le matériel écrit est généralement porteur de sens.
nous le lisons pour en extraire le sens. Donc, il y a un matériel écrit et il y a une compréhension. Tout le monde est d'accord pour cette définition. Apprendre à lire, c'est donc apprendre à mettre en jeu en même temps deux activités différentes. Celle qui conduit à identifier les mots écrits et celle qui conduit à en comprendre la signification. Donc, il y a un décodage d'une part et la compréhension d'autre part. Le décodage, c'est le travail de la conscience phonologique. Alors, apprendre à lire, il convient de distinguer différentes procédures en lecture. Celle dite de bas niveau, donc le décodage, c'est le bas niveau, qui permettent l'identification des mots, et celle de haut niveau, qui conduisent à la compréhension. Donc on peut dire que le bas niveau, c'est la conscience phonologique, c'est le décodage, et le haut niveau, c'est la compréhension finale, qui est l'objectif de la lecture. Apprendre à lire est un acte complexe. Il nécessite de l'apprenant de faire appel à des traitements différents, et il y a une part la compréhension, et d'autre part l'identification des mots. On revient, quelles que soient les définitions qu'on donne, on revient à deux éléments essentiels, à deux moitiés, mais qui changent avec le temps, et parce qu'un enfant du CP, on ne va pas aborder avec lui la compréhension du début. Peut-être on va associer décodage et compréhension. Mais lorsqu'on va passer le CP, on va orienter notre travail vers la compréhension. Alors, pour devenir lecteur, il faut être capable de déchiffrer les mots, le déchiffrage, le décodage, la conscience phonologique, mais aussi de savoir donner du sens à ces mots. Alors, il y a des gens qui se sont amusés à faire des mathématiques en essayant de dire qu'est-ce que lire. Alors, ils ont mis lire avec un L majuscule, c'est R multiplié par C. R, c'est quoi? C'est la reconnaissance des mots, c'est le décodage, c'est la compréhension, c'est le décodage, c'est la conscience phonologique, multiplié par la compréhension. Donc, lire, il y a deux parts, il y a la reconnaissance des mots, il y a le décodage, il y a la conscience phonologique, mais il y a aussi, de l'autre côté, la compréhension. Vous voyez que ce sont des gens qui se sont amusés un peu à utiliser des formules mathématiques pour faire garder un peu dans l'esprit qu'est-ce que ça veut dire lire. Alors, puisqu'on a dit que lire, c'est à deux moitiés, la première moitié, c'est la conscience phonologique et la deuxième moitié, c'est le sens, on va maintenant aborder qu'est-ce que la conscience phonologique. Le concept de conscience phonologique. La conscience phonologique, il faut le dire, d'abord, n'est pas un apprentissage en soi. On n'apprend pas la conscience phonologique pour la conscience phonologique. On apprend la conscience phonologique pour constituer des outils qui nous permettent de lire puis de comprendre. Alors, l'une des clés pour réussir l'apprentissage de la lecture, c'est l'utilisation de la conscience phonologique. Donc, les consciences phonologiques est un facteur déterminant dans la réussite des activités de lecture. Alors, la conscience phonologique est l'aptitude à percevoir et à représenter la langue orale comme une séquence d'unités et de segments tels que la phrase, le mot, la syllabe, le phonème. Vous voyez que cette définition, elle est très importante, elle est donnée par un grand pédagogue qui s'appelle Zorman. Il explique un peu qu'est-ce que la conscience phonologique. C'est l'aptitude, c'est l'habilité. C'est l'aptitude, c'est l'habilité à percevoir. Donc il faut comprendre, on va voir, se représenter le langage oral comme une séquence d'unités, de segments tels que la phrase, le mot, la syllabe, le phonème. On va comprendre un peu mieux ces choses-là lorsqu'on va avancer dans cette conférence. Alors, la conscience phonologique est la capacité à identifier un son dans un mot, de segmenter ou de manipuler par suppression, ajout ou permutation les syllabes, les rimes et les phonèmes des mots parlés. Vous voyez que c'est Gombert, lui aussi c'est un grand pédagogue, vous voyez qu'il y a des mots qui vont apparaître au fur et à mesure, mais que nous allons les comprendre avec les définitions que je vais donner après.
Donc il y a les syllabes, les rimes, les phonèmes. Vous voyez, il y a ici déjà trois axes que l'enseignant peut travailler avec ses élèves. La conscience phonologique est la connaissance consciente, explicite que les mots du langage sont formés d'unités plus petites, à savoir les syllabes et les phonèmes. La capacité, la conscience phonologique est la capacité à percevoir, à identifier et manipuler les unités sonores du langage, telles que la syllabe, la rime, le phonème. Alors vous voyez, il y a toujours la syllabe, il y a la rime, il y a le phonème, il y a le graphème aussi parce qu'il est en relation avec le phonème. Je vais continuer. La conscience phonologique est le terme générique qui désigne la capacité à identifier les composants phonologiques des unités linguistiques et de les manipuler de façon opérationnelle. Donc vous voyez, il faut... S'il vous plaît, je vous entends. Si vous voulez, on s'arrête pour 5 minutes pour la prière, s'il vous plaît. D'accord. Moi aussi, je vais être pris. D'accord. Alors, je garde... Juste 5 minutes pour la prière de le Maghrib et on revient. Merci. من الويبينار. اش قالوا الاستاذ ما نعرف. ما عرفش بالضبط شنو هو المشكل. لا انا كيبان انا عندي في ليكرون ديالي كيبان عندي مزيان سيتي شي حوايج بحال هكا يعرف لو ديبي دو لا فراز يعرف لا فان دو لا فراز. هاد مثلا في لو ريسبي ديال لا بونكتواسيون باش يعني هكا ساليت بوكو باش يقرا. هادشي اللي كاين. المهم انا غادي نعاود نبارطاجي معكم هاد العرض هذا غتلقاوه في البوست ديالكم دابا ان شاء الله واحد شويه نبارطاجي دابا النيت وفي انتظار الاستاذ. نتمنى ان شاء الله. هو قال لي الكونيكسيون دابا انا اتصلت بيه بالتليفون الكونيكسيون عنده ضعيفه مشكل. ان شاء الله ان المشكل يتعالج لنا في اقرب وقت ان شاء الله. سي رشيد الخالق طلب الكلمه. رشيد عبد الخالق. إذا أنا ما تنسمعش سي رشيد. إذا كان شي تدخل آخر ولا كان عنده شي تدخل شي اقتراح. في انتظار أن المشكلة التقني ديال الأستاذ صابر يتحل. هذه شنو هذه ميكروفون هاو اوكي. استاذ قاسم دابا سامعكم. حنا كتسمعوني؟ كنسمع. Donc je continue. Alors je vais vous donner les définitions. Ne vous inquiétez pas pour les définitions. Je vous donne des exemples de définitions, mais après on va revoir toutes ces définitions et on va les insérer dans un tableau qui va vous être expliqué d'une manière simple, de façon à ce que vous maîtrisiez tout le travail de la conscience phonologique. Ne vous inquiétez pas pour les définitions, elles sont des définitions de professionnels, mais moi j'ai fait une petite synthèse pour tout le monde.
Donc ne vous inquiétez pas pour ces définitions. La conscience phonologique, c'est la conscience que les mots sont constitués de phonèmes. C'est aussi les habilités à les identifier, à les manipuler. Donc il faut garder quelques mots qui sont très importants. Identification, manipulation. Manipulation, c'est comme vous a dit M. Hassan, j'étais en train de l'écouter. Ce qu'il vous a dit, c'est les manipulations. Alors je continue. Donc la conscience phonologique, elle va permettre à l'enfant d'identifier les unités segmentales, c'est les parties de la phrase, les parties du mot, les parties de la syllabe. Donc ce sont des segments et il faut les manipuler d'une manière délibérée. C'est-à-dire qu'on ne va pas délibérer, c'est-à-dire que l'enfant est capable de faire sans grande difficulté. Je continue. Il y a des sons, des graphèmes, je continue aussi. La conscience phonologique est un terme général qui correspond à l'habilité. C'est ça l'essentiel. Ce tableau-là, regardez-le, essayez de le comprendre et c'est ça la synthèse. La conscience phonologique est un terme général qui correspond à l'habilité à identifier, à manipuler les mots dans une phrase. Donc voilà un axe. Les mots, manipuler les mots dans une phrase. Alors un élève qui arrive à comprendre que dans une phrase il y a 5 mots, 6 mots ou 7 mots, déjà il a conscience que les mots ont leur place dans une phrase. Alors qu'à l'oral, les enfants, lorsqu'on parle, on ne fait pas de séparation. Alors lorsqu'on écrit, on fait une séparation. Et l'enfant, lorsqu'il maîtrise le nombre de mots dans une phrase, c'est déjà un élément très important. Dans cette phrase, le chat mange une souris. Dans cette phrase, il y a le, c'est un mot, chat, c'est un mot, mange, c'est un mot, une, c'est un mot, et souris, c'est un mot. C'est une phrase qui contient 5 mots. Donc, peu importe le mot qu'il contient une syllabe ou deux ou plusieurs lettres, l'essentiel, c'est que l'enfant va prendre conscience que dans une phrase, il y a des mots. Hein? Ça, c'est l'axe numéro 1. Donc, la conscience phonologique touche les mots dans une phrase. C'est l'axe numéro 2. Mais aussi les parties d'un mot. Lorsqu'on va parler des parties d'un mot, on va parler des syllabes. Hein? On va parler des intrasyllabes. Alors, les intrasyllabes, je peux vous les expliquer. On va parler des rimes, on va parler des phonèmes, mais on va aussi parler du principe alphabétique. Donc, vous voyez que la conscience phonologique touche combien d'axes? Elle touche 6 axes. Le premier axe, c'est les mots dans une phrase. Le deuxième axe, ce sont les syllabes. Une syllabe, c'est une petite unité qu'on peut prononcer. C'est la syllabe. Les intrasyllabes, c'est-à-dire à l'intérieur de la syllabe, il y a ce qu'on appelle une partie qui commence, par exemple, le mot ta. Le mot ta, il y a le T et le A. La syllabe ta, elle est composée d'une attaque, hein, T, et d'une rime A. Attaque T, rime A. Le mot ta est composé d'une syllabe, mais la syllabe, on peut la diviser en 2 parties. La première partie, c'est l'attaque, c'est le T, et la deuxième partie, c'est le A, c'est la rime. Alors, on appelle ça intrasyllabe. Pourquoi on appelle intrasyllabe? Parce qu'on travaille à l'intérieur, hein, intraveineuse, à l'intérieur des veines, intrasyllabe, à l'intérieur de la syllabe. Puis les rimes. Les rimes, ce sont les mots qui ont les mêmes définitions, qui ont le même son à la fin. Ce sont des rimes. Par exemple, bouchon et bouton. Il y a le on à la fin de bouchon, il y a le on à la fin de bouton. On dit que le mot bouton et bouchon riment. Ce sont des mots qui riment. Donc il y a la conscience, je le recommence, il y a la conscience des mots dans une phrase. Il y a la conscience de la syllabe, c'est-à-dire qu'un mot est composé d'une syllabe ou de plusieurs syllabes. Il y a la conscience intrasyllabique, c'est-à-dire à l'intérieur de la syllabe, il y a ce qu'on appelle l'attaque et la rime. Il y a la conscience des rimes. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience des rimes? Que quelques mots ont des terminaisons qui sont semblables. Par exemple,
repas, ta, chat. Alors ils ont le A à la fin, donc ils riment entre eux, ces mots riment entre eux. Puis il y a le phonème. Le phonème, c'est la plus petite unité segmentale. À part le phonème, par exemple, le phonème T, hein, c'est un phonème. Che, c'est un phonème. Che, il est composé de C plus H. On ne peut pas décomposer le C de H, sinon on va changer le che, c'est un bloc. C'est un phonème, donc c'est une petite unité, c'est la plus petite unité segmentale. Puis il y a ce qu'on appelle le sixième point, c'est le principe alphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire le principe alphabétique? Il est très simple, c'est-à-dire il y a une relation entre les phonèmes qu'on prononce et les graphèmes qu'on écrit. Par exemple, le son O, il peut s'écrire, le phonème O peut s'écrire O comme 0, E-A-U, E-A-U, vous voyez que le son O, le phonème A, O, a trois représentations graphiques. Parfois, le graphème, lui aussi, a plusieurs représentations phoniques. Par exemple, le X. Alors on peut écrire le X, c'est qui est un graphème, le graphème X, mais le graphème X, on peut le lire X, X, S, 6, hein, mais il peut avoir la valeur 0. Par exemple, on ne le prononce pas, hein, quelquefois. Donc je reprends la conscience phonologique, je vais faire une petite synthèse. La conscience phonologique, elle touche premièrement les mots dans une phrase, elle touche deuxièmement les syllabes, elle touche les intrasyllabes, c'est-à-dire les éléments qui sont dans la syllabe, l'attaque et la rime, elle touche les rimes, c'est-à-dire les mots qui ont la même terminaison à la fin, puis les phonèmes, c'est la plus petite unité segmentale, avant d'aborder le principe alphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire le principe alphabétique? Il est très simple, c'est que à chaque phonème correspond un graphème ou plusieurs graphèmes. C'est ça ce qu'on appelle le principe alphabétique. On ne le mélange pas avec l'alphabet. Attention, dans l'alphabet, il y a ce qu'on appelle, l'alphabet, il y a 26 lettres. Alors que les phonèmes, il y a 36 phonèmes. En fait, on doit faire attention pour ne pas mélanger. La conscience phonologique travaille avec les phonèmes et les graphèmes. Elle ne travaille pas avec les lettres. Si on travaille avec les lettres, par exemple, le che, on va dire c'est le que, non, alors la conscience phonologique, le principe alphabétique, même si on l'appelle alphabétique, il ne fait pas référence aux lettres de l'alphabet. Il fait référence aux phonèmes. Alors, en français, il y a 26 lettres, mais il y a 36 phonèmes, ou bien 37 selon quelques chercheurs. Donc, la conscience phonologique, c'est la capacité de l'enfant à percevoir toutes les unités de la langue et les faciliter par les tâches de manipulation. Alors, la conscience phonologique, généralement, on la travaille sous forme de jeu. J'ai entendu M. Hassan qui était en train de vous parler. Donc, on joue et on manipule. Et c'est très bien pour l'enfant parce qu'il se sent qu'il est en train de jouer et non pas en train d'apprendre des choses. Cette capacité va lui permettre de faire des distinctions entre les syllabes, les phonèmes, les graphèmes, les mots dans la phrase, les parties d'une syllabe, c'est l'intrasyllabe, l'attaque et la rime. Donc ce que je peux dire que la conscience phonologique, ce n'est pas une méthode de lecture. Hein? Ce n'est pas une méthode de lecture, il ne faut pas la confondre avec la méthode syllabique parce que la méthode syllabique, elle prend comme référence les lettres. Alors que la conscience phonologique prend comme référence les phonèmes et leurs relations en graphème. L'unité de base d'une écriture alphabétique donc n'est pas la lettre mais le graphème qui renvoie au phonème, unité de base systématique du système phonologique. Alors, on va faire quelques définitions parce que parfois on a un peu d'ambiguïté concernant les quelques définitions. Je vais vous donner quelques définitions. Qu'est-ce que la syllabe?
Alors la syllabe, c'est une unité d'articulation. C'est un groupe de sons qui se prononce en une seule émission de voix. Par exemple, chat, c'est une syllabe. On ne déplace pas deux fois la langue. Mais pi, on déplace la langue deux fois, donc il y a deux syllabes. Chaque mouvement articulatoire produit une syllabe. Alors il faut faire attention, lorsqu'on va prononcer un mot, on va essayer de compter le nombre de mouvements articulatoires et on va voir combien on a articulé deux fois. Par exemple, chapeau, c'est deux fois. Il y a le chat, il y a le pot. Hein? Banane, il y a trois syllabes. Banane. Alors, pour le E muet, il est préférable de le compter, de compter une syllabe qui se termine par un E muet. Banane, on va compter trois syllabes. Banane. Pourquoi? Par la simple raison que normalement une voyelle, et on ne trouve pas de voyelle dans une syllabe. Dans une syllabe, on ne trouve pas de voyelle. Alors si on ne compte pas le E de banane, on va dire nan, nan. Dans ce cas, nan, il y a le A de na et le E de ne. Donc les linguistes ont dit que on prend en considération le E muet et on le prononce, on le compte, et pour mesurer le nombre de syllabes dans un mot, alors soit on se réfère à l'écrit, soit on se réfère à l'oral. Alors on compte maintenant beaucoup de pédagogues qui nous conseillent d'utiliser l'écrit, parce que l'écrit va permettre à l'enfant de s'habituer avec le E muet et on va on va pas le prononcer, mais on va le compter dans le nombre de syllabes. Alors pour là, j'ai dit, donc voilà, il y a la syllabe, il y a l'attaque et la rime. Dans l'attaque et la rime, on a dit que dans une syllabe, on peut la diviser en deux parties. La première partie, c'est l'attaque, la deuxième partie, c'est la rime. Par exemple, le mot château, il y a combien de syllabes? Il y a deux syllabes. Mais combien, dans la première syllabe de chat, il y a le premier phonème qui s'appelle, la première partie, le premier phonème qui s'appelle l'attaque, c'est le che. Et le deuxième phonème, c'est le a, hein, c'est la rime. La syllabe to, le premier phonème, c'est le T, donc c'est l'attaque. Le deuxième phonème, c'est le O, c'est la rime. Puis il y a, comme dans le mot château, il y a deux syllabes, une attaque et une rime, une attaque et une rime, mais combien de phonèmes? Il contient 4 phonèmes. Ch, A, T, O. Alors pour savoir un peu comment on va compter le nombre de phonèmes, on utilise la transcription de phonétique internationale. Comme ça, on peut transcrire en face du mot che, comme le S allongé, il y a le A, puis il y a le T, puis il y a le O sous forme de zéro qui est rond et qui n'est pas fermé. Donc nous avons 4 phonèmes pour le mot château, mais nous avons 2 syllabes et chaque syllabe contient une attaque et une rime. Chat, attaque, chat, rime A, to, attaque T, rime O. Je continue. Il y a le phonème. Le phonème est la plus petite unité segmentale. Segmentale qui permet de différencier deux mots. Si je dis, par exemple, sac et lac, qu'est-ce qui a fait changer le sens du mot? J'ai remplacé le mot S, le phonème S, par le phonème L. Et donc, j'ai un autre sens. Donc, on peut dire que le phonème est la plus petite unité phonologique segmentale qui permet de différencier deux mots. Par exemple, rat et chat. Donc, le che, c'est un phonème. Le re, c'est un phonème. Pourquoi
le che c'est un phonème et re c'est un phonème, parce que lorsqu'on a remplacé re par che, les mots ont changé. Donc on peut dire que che c'est un phonème et re c'est un phonème. Et puis le phonème, on ne peut pas le prononcer seul. On peut l'associer avec un autre phonème pour former une syllabe, ce qui permet d'articuler la syllabe. Donc le phonème, on ne peut pas l'articuler seul. Donc le plus petit élément constitutif de la chaîne parlée, qui fait une différence sémantique, le sens, par exemple le sac, ce n'est pas le lac. Donc il y a une différence sémantique. En français, il y a 36 ou 37 phonèmes qui peuvent être agencés pour former n'importe quel mot de la langue. Donc ces 36 phonèmes, ou 37 selon quelques chercheurs, on peut former toutes les phrases, tous les mots de la langue avec 36 phonèmes. Alors qu'avec les lettres de l'alphabet, on ne peut pas former tous les mots de la langue. Par exemple, moi, lorsque j'étais à 66 ans, j'ai trouvé que le che, ça n'existe pas dans l'alphabet. Et je me suis amusé en disant, oh combien j'étais intelligent, jusqu'à 66 ans, j'ai découvert que le che, ce n'est pas une lettre de l'alphabet, mais c'est un phonème. Et vous voyez que parfois, on fait des recherches, mais on oublie des choses qui sont très simples, mais qui sont intéressantes. Supposez que vous avez des élèves qui maîtrisent l'alphabet, mais qui ne savent pas quelques phonèmes, les 10 phonèmes, le on, le ou, les 10 phonèmes qui existent, mais qui n'arrivent pas, comme vous, comme moi, à savoir qu'il y a des phonèmes qui ne font pas partie des lettres de l'alphabet. Alors je continue. Le graphème, c'est la représentation graphique d'un phonème. Alors tout ce que je peux vous dire, mais il y a un problème. Pourquoi il y a un problème? Parce que nous avons 36 phonèmes. Hein? Le phonème, c'est parler, mais qui peuvent s'écrire de 130 manières. Donc il y a plus de 130 graphèmes, alors qu'il y a 36 phonèmes. Vous voyez qu'il y a une ambiguïté. Vous allez me dire, monsieur, comment vous savez ça? Mais on peut simplement voir le O, par exemple, le O, hein, le O, A-U, E-A-U, O-P, O-S, trop, par exemple, O-T, trotter, le verbe trop. Donc vous voyez que le O, le phonème O, qui est très simple, il peut s'écrire de 3 manières. Si on prend les 36 phonèmes et on va s'amuser à les écrire de différentes façons, on va arriver à compter plus de 130 graphèmes. Donc vous voyez qu'il y a 26 lettres, 36 phonèmes, mais plus de 130 graphèmes. C'est là la difficulté. L'enfant, il peut commettre des erreurs. Il peut commettre des erreurs parce qu'il sait qu'oralement, il y a 36 phonèmes, mais par écrit, il doit faire beaucoup d'efforts pour transcrire pour faire la transcription graphique de ces phonèmes. Et à chaque fois, il ne sait pas, est-ce que c'est le O, hein, qui ressemble à un 0, est-ce que le AU, est-ce que le AU, est-ce que le EAUX, l'enfant va trouver des difficultés. De là, il est très important par commencer par les graphèmes qui sont très importants. Si on a, par exemple, si on a à apprendre un enfant du jeune âge, on ne va pas lui donner toutes les possibilités de représentation, de représentation graphique d'un phonème. On va chercher les graphèmes qui sont très essentiels. Donc cette dissymétrie entre les phonèmes et les graphèmes, cette dissymétrie, qu'est-ce que ça veut dire dissymétrie? Il n'y a pas une relation systématique entre les graphèmes. Ici, il y a 36 graphèmes, 36 phonèmes, mais de l'autre côté, il y a 130 graphèmes. C'est un problème pour l'enfant, cette dissymétrie, c'est-à-dire dysfonctionnement, disrelation, parce qu'il n'y a pas de relation réciproque entre le graphème et le phonème et le graphème.
elle va créer des problèmes aux enfants. Elle va créer des enfants. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'il y ait des activités de relation entre le phonème et le graphème. On a dit que c'est le 6e axe, c'est l'alphabétique, c'est le problème de, la conscience alphabétique. Alors, je vais aborder maintenant les éléments qui sont en relation avec la conscience phonologique, parce que la conscience phonologique a sa terminologie. Et on va exploiter, on va voir un peu comment on peut faire pour comprendre un peu ce jargon de la conscience phonologique. D'abord, il y a la conscience des mots. Qu'est-ce qu'on a dit l'autre fois? On a dit que l'axe numéro 1, c'est la conscience des mots dans une phrase. Il faut que l'enfant sache qu'une phrase est composée d'un certain nombre de mots. C'est ça la conscience phonologique. Lorsque l'enfant prend conscience qu'une phrase est composée d'un certain nombre de mots, qu'il est capable de compter, on dit qu'il a maîtrisé la conscience des mots. La conscience des mots dans une phrase. Alors ça, c'est très simple. Et on va s'amuser. Par exemple, on va jouer, on va taper avec la main. Par exemple, on va dire une phrase et l'enfant, à chaque fois, il peut taper avec la main, il peut sauter, il peut lever les mains, il peut jouer, tout ce qu'il peut faire. Il peut montrer le nombre de stylos qu'il a en fonction du nombre de mots dans une phrase. Donc, on peut jouer avec les enfants pour leur faciliter de compter le comptage des mots dans une phrase. Donc la conscience des mots dans une phrase, c'est le premier volet, c'est le premier axe que l'enseignant est appelé à réaliser avec ses élèves. Déjà, les élèves qui savent qu'il existe 3 mots ou 4 mots ou 5 mots dans une phrase, déjà ils savent segmenter la phrase en mots. On peut dire segmenter ici. Pourquoi segmenter? Parce que à chaque fois, il y a un espace. Un espace, le chat mange la souris, le chat. Alors, il y a un espace entre le et le chat, le chat. Alors, on peut jouer avec la main, on peut sauter, etc. Donc, c'est le premier axe. Le deuxième axe, c'est la conscience syllabique. C'est-à-dire qu'on peut segmenter un mot. Alors, lorsqu'on a déjà compris qu'une phrase est composée de plusieurs mots, on va passer à la syllabe, on va passer au mot. Et un mot est composé d'une syllabe, ou de 2 syllabes, ou de plusieurs syllabes. Alors on va diviser le mot en syllabes. C'est ce qu'on appelle la conscience syllabique. C'est la possibilité, c'est l'habilité, c'est la capacité à segmenter un mot en syllabes. On va compter les mots, on va compter les syllabes d'un mot, on va séparer le mot, on va le séparer, on va fusionner quelques mots pour former, on va fusionner quelques syllabes pour former un mot. Par exemple, je vous dis, fusionner le mot chat plus pot. Et vous allez me donner chapeau. Donc vous avez fusionné la syllabe chat et la syllabe pot et vous avez constitué un mot. Donc un mot est constitué soit d'une syllabe, soit de plusieurs syllabes. Et seule la voyelle peut constituer une syllabe. Par exemple, ami, 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 a, le a seul constitue une syllabe. Parce qu'on va segmenter. On ne peut pas dire ami, ami, ami. Vous voyez qu'il y a 2 articulations, le a et le mi. Donc, je ne peux pas dire que c'est une syllabe. Deuxièmement, parce qu'il y a deux voyelles, le A et le I. Donc, je sépare le A. Seule une voyelle peut constituer une syllabe. Alors que la consonne, attention, la consonne ne constitue jamais une syllabe. Alors, une syllabe peut être constituée par une voyelle. Par une voyelle et une consonne. Art, hein, art, l'art, les arts martiaux, art. Donc l'art, c'est une seule syllabe qui est constituée par une voyelle, par une consonne. On peut la constituer avec une consonne
plus une consonne, plus une syllabe. Gras, gras, gras. Il y a le que, c'est une consonne. Re, c'est une consonne. A, c'est une syllabe. On peut, par exemple, une syllabe peut être composée par une consonne, une syllabe, une consonne. Le mot car, nous avons car, c'est un mot qui est composé d'une seule syllabe. Mais il y a le C qui est une consonne, le A qui est une voyelle et le AR qui est une consonne. Vous voyez que une syllabe, elle est composée soit d'une voyelle, soit d'une consonne avec une voyelle, soit d'une consonne plus voyelle, soit d'une consonne plus voyelle plus consonne, mais jamais avec une seule consonne. Alors, je continue. Bon, on peut jouer avec les syllabes, on peut chercher l'attaque et la rime, par exemple, dans une consonne, dans une syllabe, il y a toujours un phonème, par exemple, au début qu'on appelle l'attaque, et il y a un autre phonème après qu'on appelle la rime. La conscience phonémique concerne la structure des mots. La conscience phonémique, qu'est-ce que ça veut dire la conscience phonémique? Il ne faut pas avoir peur. La conscience phonémique, l'enfant va comprendre qu'un mot est composé de phonèmes. Hein? Le mot chat, il est composé de deux phonèmes. Il y a le che et il y a le a. Le mot chapeau, il est composé de quatre phonèmes. Il y a le che, il y a le a, il y a le p et il y a le o. Donc, cheveux, il y a deux syllabes, mais il y a quatre phonèmes. Che, ou le e, ou le v, ou le e. Donc, je continue. Mais la conscience phonémique, elle est difficile. Un enfant qui arrive à maîtriser la conscience phonémique, il arrive à maîtriser la langue parce qu'il sait fusionner, il sait segmenter, il sait ajouter des phonèmes entre eux pour former soit des syllabes, soit des mots. La conscience phonémique correspond à l'habilité à identifier et à manipuler les phonèmes. Je passe. Alors, le principe alphabétique, on a dit le principe alphabétique, qu'est-ce qu'on a dit? C'est le principe alphabétique, il est très simple. Qu'est-ce que ça veut dire? Maîtriser le principe alphabétique, c'est maîtriser la relation entre ce qu'on appelle les phonèmes et les graphèmes. Ce phonème s'écrit de trois manières. Ce phonème s'écrit de deux manières. Ce phonème s'écrit d'une seule manière. C'est ça, lorsqu'on maîtrise la relation entre un phonème et sa représentation graphique, c'est-à-dire le graphème, on est déjà arrivé à ce qu'on appelle le principe alphabétique. Un enfant qui maîtrise le principe alphabétique, c'est un enfant qui sait mettre en relation ce qui est dit à l'oral, hein, les phonèmes qui se disent à l'oral, avec les graphèmes qui écrivent ces phonèmes. Alors, le principe alphabétique, j'en passe. Le principe alphabétique, j'en passe, mais il y a la conscience phonologique et la lecture. Alors, je peux vous dire une chose, que la conscience phonologique, elle est essentielle pour apprendre à lire et à écrire. Et tous les pays qui ont utilisé la conscience phonologique ont des enfants qui arrivent à lire à la fin de leur scolarité. Tous ceux qui ont des difficultés, tous les enfants qui ont des difficultés au niveau de la conscience phonologique ont eu des difficultés aussi au niveau de la lecture. Donc, tout est lié. Conscience phonologique défectueuse, lecture défectueuse. Conscience phonologique réussie, lecture réussie. Alors, les recherches montrent que 80 à 90% des lecteurs qui ont des difficultés en conscience phonologique sont déficitaires en lecture. Donc, déficitaires, c'est-à-dire qu'ils ne réussissent pas la lecture. La conscience phonologique dans l'apprentissage de la lecture, je peux vous dire que dans l'apprentissage de la lecture, il est nécessaire, et c'est un prérequis. Qu'est-ce que ça veut dire un prérequis? C'est des choses par lesquelles il faut commencer, c'est des choses par lesquelles
Il faut commencer pour maîtriser la lecture. Si on ne maîtrise pas la conscience phonologique, on ne peut pas réussir la lecture. Parce que la lecture, qu'est-ce que la lecture? La lecture, c'est la conscience phonologique, c'est-à-dire le décodage, plus la compréhension. Si on n'arrive pas à décoder, on ne va pas arriver à comprendre. Et en même temps, et même si on donne un peu d'importance à la conscience phonologique, il faut aussi donner l'importance à la compréhension. Si je présente le mot chat et je dis le mot chat est composé d'une syllabe, il est composé du phonème che, il est composé du phonème a, mais il faut que je dise à l'enfant que le mot chat signifie un animal domestique qui s'appelle chat. Alors, la conscience dans l'apprentissage de lecture, tout ça, tous ces gens-là insistent sur l'importance de la conscience phonologique avant d'aborder la compréhension. Dans les activités phonologiques, on ne s'attache plus au sens des mots, mais à leur forme sonore. Ça, c'est clair, parce que dans la conscience phonologique, ce n'est plus le sens qu'on cherche, mais c'est plutôt des moments qui permettent à l'élève, à l'enseignant, de rendre l'élève capable de maîtriser les mots dans les phrases, les syllabes, les phonèmes, les rimes et les attaques, les rimes, les mots qui riment, et la relation entre ce qu'on appelle le phonème et les graphèmes. Alors, pourquoi faut-il développer? Donc, il y a une question qui est très simple. Pourquoi faut-il développer la conscience phonologique? Mais la conscience phonologique, on ne peut pas aborder l'activité de lecture, l'apprentissage de l'enseignement, sans aborder la conscience phonologique. Contrairement aux autres compétences langagières, comme j'ai dit, si vous avez un enfant qui connaît, si vous habitez près d'un Français et votre enfant joue avec son fils, votre enfant va certainement apprendre à parler en français sans difficulté. Mais même si vous laissez votre enfant avec un enfant français qui apprend la lecture, une dizaine d'années, votre enfant ne va pas apprendre à lire, tout simplement parce que la conscience, la lecture, elle s'apprend, contrairement à l'oral qu'on peut apprendre inconsciemment. Donc, je continue pour la conscience phonologique, un bon prédicteur. Voilà un bon exemple. Tous les chercheurs disent que si vous voulez que votre enfant réussisse dans la lecture, le prédicteur, c'est-à-dire l'indicateur des réussites, qui prédit, le prédicteur, celui qui prédit, celui qui prêche. Par exemple, je prédis que demain, il fera beau parce que le ciel n'est plus couvert de nuages, c'est l'été, donc c'est un prédicateur, je suis un prédicateur, je vous annonce quelque chose en fonction de ce que j'ai constaté. Donc un bon prédicateur de réussite, c'est la conscience phonologique, elle nous permet de réussir, la lecture. Je vais peut-être, le préalable langagier, c'est important parce qu'on ne peut jamais exploiter un texte de lecture ou des activités de lecture sans donner de l'importance au langage. Parce que le langage, il est essentiel avant d'aborder toute activité de lecture. Le langage, il est essentiel. On dit le langage prime l'écrit, prime la lecture. Le langage prime. Qu'est-ce que ça veut dire prime? Il est le premier. On va commencer par le langage. Si on veut réussir la lecture, il faut commencer par le langage. Puis, il faut, pour aborder la lecture, il faut commencer par la conscience phonologique. Donc, le langage, la conscience phonologique, ce sont des préalables à la lecture. Pour amener un enfant à lire, il faut qu'il ait la chance d'aborder tout ce qu'il va lire à l'oral, puis il faut qu'il y ait fait des activités de conscience phonologique dans la classe.
Donc il fournit la base de la lecture, c'est clair. Un bon niveau de langage oral est nécessaire si vous voulez que votre enfant réussisse en lecture, il faut lui donner un bon niveau de langage. Donc lorsqu'il a un bon niveau de langage, il peut réussir la lecture. Donc le langage ne doit pas... il est important de s'assurer que le langage est déjà maîtrisé par l'enfant avant d'aborder la lecture. Sinon, si on aborde tous les mots nouveaux en lecture, on ne va pas s'en sortir. L'enfant ne va rien faire tout simplement parce qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais s'il a abordé les mots et les phrases à l'oral et il va les aborder ensuite à l'écrit, c'est-à-dire la lecture, c'est une activité écrite. À l'écrit, il aura plus de chances s'il n'avait pas vu que celui qui n'avait pas vu ces activités à l'oral. Alors, là, de l'oral à l'écrit, En conclusion, voilà, je vais faire une petite synthèse parce qu'on a perdu beaucoup de temps à réparer l'appareil. Donc, je peux dire que la conscience phonologique, il s'agit d'abord de l'enfant de prendre conscience de la phrase comme étant constituée d'une suite organisée de mots. C'est l'axe numéro 1. Donc, la conscience phonologique, c'est prendre conscience que les phrases sont constituées de mots. Donc, voilà l'axe numéro 1. Alors, je passe à l'axe numéro 2. Il s'agit aussi de prendre conscience des syllabes qui construisent les mots. Donc, un mot, il est construit par des syllabes. C'est quoi un mot construit par des syllabes? C'est quoi ça? C'est la conscience syllabique. Lorsque l'enfant est conscient, est capable de savoir qu'un mot est constitué d'une syllabe, de 2 syllabes, de 3 syllabes, on dit qu'il maîtrise la conscience syllabique. Le troisième axe, il prendre conscience des rimes et des attaques. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience intrasyllabique? C'est-à-dire une syllabe, elle a toujours une attaque, elle a toujours une rime. Rime, lorsqu'on parle attaque, rime dans une syllabe, on parle de la conscience intrasyllabique, intra à l'intérieur de la syllabe. Puis il y a aussi la conscience que les mots riment, conscience des rimes. Qu'est-ce que ça veut dire les mots rimes? La poésie, on peut apprendre des poèmes aux enfants à l'école et on va leur dire, on va leur chanter. Par exemple, moi je me rappelle bien d'une chanson que j'aime beaucoup. Dans Venise la rouge, pas un bateau ne bouge. Dans Venise la rouge, pas un bateau ne bouge. Vous voyez que c'est la conscience phonologique. L'enfant va dire que quel est le mot que tu entends dans les deux, quel est le son que tu entends dans les deux mots? Rouge, bouge. Il va dire je, ou bien ouge, rouge, bouge. Donc vous voyez que c'est quoi? C'est la conscience des rimes. Il y a 2 mots qui se terminent par les mêmes sons. Donc ces mots sont des rimes. Alors lorsqu'on sait que on utilise des mots qui ont les mêmes sons à la fin, on dit qu'on est capable de comprendre la conscience des rimes. Puis il y a le numéro 1, de prendre conscience des phonèmes dans un mot, c'est-à-dire avoir l'habilité à identifier et manipuler les phonèmes. C'est-à-dire lorsque je suis capable à déterminer des phonèmes dans un mot, par exemple le mot chat, je vais dire il a une seule syllabe, mais il est composé de deux phonèmes, le che et le a. Donc je suis capable de déterminer le nombre de phonèmes dans une syllabe, le nombre de phonèmes dans un mot. Par exemple, chapeau, je sais que le mot chapeau est composé de 2 syllabes, donc c'est la conscience syllabique, mais il est composé de 4 phonèmes. C'est le che, c'est le a, c'est le p, c'est le o. Donc je suis capable de déterminer les phonèmes dans un mot. Donc qu'est-ce que je suis capable? Je suis capable de déterminer les phonèmes dans un mot. J'ai la conscience phonémique. Le phonème, il y a 4 phonèmes, j'ai la conscience phonémique.
Puis il y a finalement, il y a la conscience du principe alphabétique. Qu'est-ce que ça veut dire la conscience du principe alphabétique? Je peux dire à un enfant, cherche-moi le mot O, les graphèmes, le graphème O qui représente le son chapeau, hein, le mot chapeau. Hein, l'enfant va me dire, monsieur, le phonème O s'écrit E-A-U dans chapeau. Si je lui dis, cherche-moi la représentation graphique du son O dans pot de poterie, il va me dire le graphème qui représente le phonème O s'écrit comme un zéro, au rang. Alors vous voyez que lorsque l'enfant est capable de mettre en relation les phonèmes et les graphèmes, on dit qu'il maîtrise ce qu'on appelle le principe alphabétique. Le principe, on appelle ça le principe alphabétique. Ne vous méfiez pas au terme alphabétique. Il y a une relation entre phonème et graphème. Même si le mot alphabétique apparaît, ce n'est pas l'alphabet qu'on utilise. On utilise le phonème en relation avec le graphème. Alors, je vais faire une petite synthèse. La voilà, elle est très bonne. Donc, il y a la conscience des mots dans une phrase, il y a la conscience syllabique, il y a la conscience intrasyllabique, il y a la conscience des rimes, il y a la conscience phonémique, il y a le principe alphabétique, c'est-à-dire la relation entre le phonème et le graphème. Vous voyez que maintenant, on peut définir la conscience, la conscience phonologique, quelle est la capacité à reconnaître des mots dans une phrase, à reconnaître une syllabe, à reconnaître les parties d'une syllabe, à reconnaître les mots qui riment entre eux, puis à reconnaître un phonème dans un mot, puis maîtriser la relation entre le phonème et le graphème. C'est ce qu'on appelle la maîtrise du principe alphabétique. En conclusion, on sait actuellement que la conscience phonologique a un effet positif sur l'apprentissage de la lecture. Il est de même pour la connaissance des lettres et des associations lettres-phonèmes. Attention, je dis ici lettres, non pas en tant que lettres, mais en tant que phonèmes. Et leur association, lorsqu'on associe ces lettres, par exemple, si je dis le feu avec PH, et donc il y a le feu oralement, le phonème, mais il est composé, ici le graphème, il est composé de deux lettres. Donc on peut jouer, on peut segmenter, on peut associer, on peut segmenter, on peut fusionner, on peut additionner, on peut soustraire. Il y a beaucoup de tâches. Je n'ai pas la chance aujourd'hui de vous parler de ces tâches, mais je vous ai envoyé un document sous forme de jeu qui va vous permettre d'associer les 8 tâches avec les 6 axes. On a 6 axes, vous les savez, je viens de les citer. C'est la conscience que les mots existent, les mots dans une phrase, syllabes, intrasyllabes, les rimes, l'attaque et la rime, les mots qui riment, puis la relation entre phonème et graphème. Donc je continue. Ça, c'est la synthèse finale. Voilà, elle est très simple, mais elle est très symbolique. La conscience phonologique est l'habilité à identifier et à manipuler les mots dans une phrase. Les mots dans une phrase. Ça y est, c'est l'axe numéro 1. Les parties d'un mot. Manipuler les syllabes, c'est l'axe numéro 2. L'intrasyllabe, c'est l'axe numéro 3. Les rimes, les mots qui riment, c'est l'axe numéro 4. Les phonèmes, c'est l'axe numéro 5. La correspondance entre l'oral et l'écrit, c'est, comment on appelle ça, hein? Je vais vous dire un peu, parce que j'oublie souvent ça, c'est le principe alphabétique. Donc, il y a le principe alphabétique.
Donc, je fais que les axes. Donc, je vous ai présenté ici les axes, les 6 axes. Ce sont la conscience des mots, conscience syllabique, conscience intrasyllabique, conscience des rimes, conscience phonémique, principe alphabétique, relation phonème-graphème. Alors, la conscience phonologique est l'habilité, premièrement, à manipuler des unités sonores du langage. On va manipuler, on va jouer avec les unités sonores du langage. Les unités sont les mots, les syllabes, les intrasyllabes, les rimes, mais aussi à produire ces unités, parce qu'il ne s'agit pas de manipuler seulement les outils, mais ces unités, mais il faut peut-être les exploiter, produire des activités. C'est pour cela qu'on demande aux enfants de faire des activités écrites, par exemple, ou orales. Et moi, dans le document que j'ai livré à M. Hassan, vous avez plus de 70 activités que vous pouvez utiliser avec vos élèves. Alors là, on n'a pas parlé de tâches, mais il y a 8 tâches qui sont très importantes. L'isolation, l'identification, la catégorisation, la fusion, la segmentation, la soustraction, l'addition et la substitution. Donc, vous voyez que ce sont des tâches dont je ne vais pas vous parler, mais je vous ai envoyé un document qui explique toutes ces tâches l'une après l'autre. Alors, ces tâches, les voilà, l'isolation, l'identification, la catégorisation, la fusion, la segmentation, la soustraction, l'addition et la substitution. Alors, je vais vous donner un exemple pour la substitution. Si je vous dis substituer le mot, substituer le phonème ch par le phonème ra. Par le phonème ra, vous allez changer, substituer, changer un mot par un autre. Par exemple, on aura, au lieu de ra, on aura chat. Addition, je vais vous donner un mot, 2 mots, et je vais vous demander de les additionner. Comme ça, peut-être vous allez avoir un autre mot. Par exemple, balle et long, ballon. Alors vous avez une addition, vous avez additionné le mot balle avec long. La soustraction, je vous dis, par exemple, le mot chapeau, vous enlevez pot. Qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste le chat entre les mains. Donc, vous avez eu un chapeau avant, mais avec une activité de soustraction, vous avez un chat. Et c'est un jeu qui fait rire un peu les enfants parce que le mot chapeau s'est vite transformé grâce à une soustraction d'une syllabe, c'est vite transformé en autre mot. Alors on peut jouer, on peut utiliser ces tâches pour jouer. Alors j'ai fait là la synthèse générale. Au niveau des activités pour développer la conscience phonologique, nous avons la conscience des mots, la conscience syllabique, la conscience intrasyllabique, la conscience des rimes, le principe alphabétique. Puis, pour les tâches, nous avons l'isolation, l'identification, la catégorisation, la fusion, la segmentation, la soustraction, l'addition, la substitution. Ces tâches, je ne vais pas vous parler de ça, mais je vous ai envoyé des documents qui vont vous aider, qui sont très simples et qui vont vous aider à associer les axes de la conscience phonologique avec les tâches. Alors, on a chaque axe, on peut lui associer 8 tâches. Si vous faites le compte, vous multipliez 6 par 8, vous avez au moins 48 activités à faire avec vos élèves dans votre établissement. C'est très bien si on arrive, et on a le choix. Je ne vous demande pas de faire toutes ces activités avec vos élèves, mais je vous donne un certain nombre d'activités, le plus grand nombre d'activités que vous pouvez utiliser en fonction des besoins de vos élèves, en fonction du temps imparti à la lecture, etc. Alors, je ne peux que vous dire merci pour votre attention. En cas de besoin, vous avez mon email en face de vous. Alors, généralement, on fait une petite évaluation, mais je vais m'en passer parce que vous l'avez, M. Hassan va vous envoyer ces évaluations. Vous pouvez les cocher vous-même, mais ce qui est important pour moi, c'est le plaisir d'avoir partagé avec vous
cette soirée. Et ça me fait toujours plaisir de contacter les gens de Ressani, d'Arrachidia, d'Arfoud et de tous les gens que j'ai eu le plaisir de contacter avant et que je garde un bon souvenir de ces gens-là. Merci de votre écoute. J'espère que vous avez bénéficié un peu de ce que ça veut dire la conscience phonologique. Merci, c'est Hassan. Merci à vous également, monsieur. Merci de votre exposé et merci aussi pour le respect du temps alloué à la présentation. Et s'il y a quelqu'un qui a une question, une intervention ou bien quelque chose, vous n'avez qu'à lever la main. Vous voyez une main là, cliquez sur la main et je vous donne la parole. Si quelqu'un a une question, vous pouvez cliquer sur la main. Vous voyez la main en bas? Les documents que monsieur m'a envoyés, je vais vous les transférer après cette rencontre, Inch'Allah. Ne vous inquiétez pas. Monsieur Abdelrahman Tiani Alaoui. Oui, vous pouvez intervenir. Oui, c'est moi, Abdelrahman. Active le micro chez toi. Oui, allez-y. كنشكر بزاف السيد صابر على هذا